belle-fille de Florence, voilà, et qu'elle nous annonce que des bonnes nouvelles, et que tous les gens de secours ne nous annoncent que des bonnes nouvelles. C'est comme ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la mitzvah la plus difficile de la Torah. Vous allez dire, mais quoi, qu'est-ce qu'elle va nous dire de faire encore? Qu'est-ce qu'elle va nous dire de faire? Alors, justement, eh bien, écoutez bien, la Torah ne nous dit pas de faire quelque chose, elle nous dit de ne rien faire. C'est la mitzvah de Shemitah. La mitzvah de Shemitah. Alors, venez, on va définir un petit peu les choses comme ça, vite fait, c'est que une fois par an, une fois tous les 7 ans, pendant un an, tous les agriculteurs doivent laisser leur terrain en jachère. Interdit de cultiver, interdit de planter, interdit d'arroser, interdit de tout. Et c'est la mitzvah la plus difficile de la Torah, vous allez voir pourquoi. Et même nous, en fait, on peut sentir pourquoi. Parce que quand on fait des choses, même si ce sont des choses difficiles, on sent qu'on est en contrôle. Mais quand on ne fait rien, là, on sent qu'on perd pied et on sent qu'on peut perdre le contrôle. Donc, arrive cette mitzvah, la mitzvah de Shemitah, où Dieu va ordonner au peuple juif tout entier, Behar, en bas de la montagne, c'est le nom de notre paracha, Behar, va nous ordonner d'abandonner la terre pendant un an, une fois, tous les 7 ans. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe notre réaction, j'ai envie de dire notre panique. Avant même qu'on le fasse, il dit attendez. Sûrement vous allez vous poser la question, mais j'anticipe que vous allez me poser la question en panique, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Je vous rappelle que en plus, ça a été donné à une époque où toute l'économie était basée sur l'agriculture. Pendant un an, tu ne peux pas planter. Imaginez-vous, pendant une semaine, on n'a pas le droit de faire les courses. Imaginez, tous les supermarchés fermés pendant une semaine. Panique totale. On l'a vécu avec nos coronas. Vous vous rappelez, il n'y avait plus de papier de toilette. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors du coup, il anticipe. Et bien, c'est la seule fois dans toute la Torah où quand il nous donne une mitzvah, il anticipe qu'on va paniquer. Quand il nous donne Shabbat, il nous dit pas, et si vous posez la question comment je vais fermer mon magasin samedi? Et quand il nous donne la cache-route, et si vous posez la question comment je vais faire en vacances? Non! La seule fois où il fait ça, c'est quand il nous donne la mitzvah de Shemitah. Comme pour nous dire, alors là je sais que j'ai dépassé un peu les bornes, j'anticipe votre réaction et je vais vous rassurer. Il nous donne la mitzvah de Shemitah. Shemitah vient du mot lishmot. Lishmot veut dire se retirer, lâcher prise, laisser faire, attendre. Et alors cette mitzvah, elle a 3 composantes. Ça vous embêterait de fermer la fenêtre? Cette mitzvah-là, elle a, écoutez bien, 3 composantes. C'est très important de comprendre ces 3 composantes pour vraiment comprendre quel est notre travail intérieur. Quelles sont les 3 composantes de la mitzvah de Shemitah? Premièrement, ce qu'on vient de dire. Pendant un an, on n'a pas le droit de travailler la terre. Il y a aussi un deuxième volet à cette mitzvah-là. C'est quoi? C'est qu'en plus de ça, la terre, tout le monde peut venir et se servir. Et on n'a pas le droit de dire, monsieur, c'est mes tomates. Madame, c'est mes concombres. C'est mes avocats, qu'est-ce que vous faites? Non, tout le monde, tout un chacun peut venir et se servir. Le propriétaire aussi d'ailleurs. D'accord? Au même titre que les autres. Mais il y a aussi un troisième volet. C'est que, il faut le manger aux alentours. Il y a un troisième volet, c'est que il n'est plus propriétaire. La terre, pendant un an, ne lui appartient plus. Ça veut dire, on regarde dans le cadastre, tout appartient à Hachem pendant un an. Voilà. Tu vas au Misrad à Karka, je sais pas comment ça s'appelle, Misrad à je sais pas quoi. Et en fait, tu vas voir au cadastre, ben non, ta maison, c'est plus ta maison. Tu n'es plus propriétaire. Point. Pendant un an. Alors regardez, ces 3 dimensions vont nous donner en fait les 3 axes de travail intérieur. Premièrement, il y a une dimension de bitachon, de faire confiance en Hachem. C'est le fait de ne pas travailler sa terre. Donc, vis-à-vis d'Hachem. Ensuite, on a une deuxième dimension, c'est quoi? C'est de laisser tout le monde se servir. C'est vis-à-vis des autres. Et ensuite, de ne plus être propriétaire, vous allez voir, c'est de se redéfinir soi-même. Ça veut dire en fait, dans une mitzvah, qui est comme je vous ai dit la plus difficile de la Torah, eh bien, nous avons ces 3 composantes. Comment travailler notre lien avec Hachem, comment travailler notre lien avec les autres
comment travailler notre lien avec nous-mêmes. D'accord? Alors, donc, comme je vous ai dit, il faut essayer un petit peu de se projeter. Imaginez-vous que quelqu'un a fait de la confection, il a un magasin d'habits, là sur... c'est quoi la rue principale ici? Herzl. Sur Herzl, il a un magasin. Eh bien, imaginez-vous que pendant un an, il ne peut pas faire de confection, usine fermée. Pendant un an, tout le monde peut venir dans son magasin se servir. Oh, ça va, ça me va bien. Attends, vous avez XS, vous avez small, vous avez large. Moi, je prends tout ce que j'ai besoin. D'accord? Quand on s'habille sur place, hein, comme vous l'avez dit. Et troisièmement, son magasin, c'est plus son magasin. On perd prise là. Vraiment. Et, excusez-moi, mesdames, en théorie, je mets en théorie, pendant un an, on peut se passer d'acheter des habits. Oui, bon. Oui. Voilà. Voilà. Mais nourrir, comme je vous ai dit, si on nous fait ça pendant une semaine, on est en panique. Alors, comme je vous ai dit, il vient et il anticipe notre réaction et il nous calme d'avance. Il nous dit, si vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais manger moi? Oh, mais c'est quoi cette mitzvah là? J'ai envie de dire, c'est quoi ce délire? Siviti et birkati. Ne vous inquiétez pas, j'ai ordonné ma bracha à la terre. Et la terre, elle va produire une production qui va suffire pour les 3 prochaines années. La 6e année, la 7e année et même la 8e année. Parce que la 8e année, vous comprenez bien qu'on n'a rien fait pendant un an. Donc c'est pas que tu arrives et ça pousse. Non, il faut se remettre au travail. Il faut le temps de récolter. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Oui. Alors écoutez bien. Du coup, on se dit, attends. Si il va promettre une bracha particulière pour la 6e année à celui qui garde la Shemitah. D'accord? Vous savez qu'on garde encore la Shemitah en Israël. Alors, il y en a qui ne jouent pas vraiment le jeu, mais qui, on va dire, ça passe. Voilà, mais il y en a, comme par exemple le kibbutz de Shalavim, qui est un kibbutz qui n'est pas très loin de Tel Aviv, à 20-25 minutes. Tous les 7 ans, le jour de Rosh Hashanah, c'est la veille, quoi, avant de rentrer dans l'année de Shemitah, ils invitent tous les gens du kibbutz et ils invitent tous les gens qui veulent venir et ils font un tekes preda, c'est-à-dire une célébration de au revoir à la terre. Wow. Et ils disent tous Shabbat Shalom à Adama. Wow. Voilà, donc vous, comme ça vous soutiendrez dans 4 ans, parce que Kibbutz, Shalavim, tout le monde vient et tout le monde danse et tout le monde chante et tout le monde souhaite vraiment Shabbat Shalom à la terre. D'accord? Alors je vous repose la question, excusez-moi, mais pourquoi l'agriculteur il paniquerait? Puisque s'il dit regarde, la 6e année, ok, j'ai prévu de garder la Shemitah, on est d'accord? Ben, il y a la promesse d'Hachem, ça veut dire que concrètement, il va dire oh, incroyable, 3 fois plus de pommes de terre, détente, 3 fois plus de blé, détente, ah ça va. Mais non, c'est pas comme ça que la bracha d'Hachem va se réaliser. Rashi nous dit que la bracha elle sera dans les entrailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lui il a prévu de garder la Shemitah. Ok, il est à la 6e année. Il est courageux. D'accord? On les appelle Giboré Koach. Et tout d'un coup, il dit bah, je vais planter là pour la 6e année. Mais résultat des courses, vous allez voir, il aura la même quantité de pommes de terre que d'habitude. La même quantité de blé que d'habitude. Tout pareil que d'habitude. Et là, il va dire comment je vais faire? Exactement quand tu regardes ta journée, tu fais je n'ai que 3 heures pour faire tout ça. Comment je vais faire? D'accord? Donc lui, il est là et il est en panique. C'est de ça dont on nous parle. Siviti et birkati, j'ai ordonné la bracha où? Pas dans ce que tu vois, dans ce que tu vas ressentir en toi. Quand tu vas manger. C'est-à-dire, les enfants, ce soir, frites. Génial, elle fait des frites avec les pommes de terre de la 6e année, d'accord? Et là, il mange 3 frites. Oh, maman, on est rassasié. On n'a plus faim, ça y est, c'est bon, arrête-toi. J'ai coupé que 2 pommes de terre. Normalement, il m'en faut 10 pour rassasier tout le monde. Ah non, là, c'est bon, c'est bon. Ah, moi, j'ai pris 2 pommes de terre. J'ai trouvé 2 frites, ça y est. Ils vont manger un bout de pain. Normalement, il lui faut son pain au chocolat. Et tu dis, non, je vais prendre la moitié et la deuxième demain. C'est-à-dire qu'en fait, ça va les rassasier 3 fois plus. Mais ça, c'est invisible.
C'est invisible. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va devoir vraiment faire confiance, alors qu'il a l'impression que les données ne jouent pas en sa faveur. Et bien la bracha, elle va être cachée. D'accord? Alors déjà, ça va nous enseigner, vous allez voir une première forme de lâcher prise. Une première forme de lâcher prise qui est d'arrêter d'être dans le contrôle. Alors je sais que c'est très dur, ça dépend des gens, d'accord? Moi je fais partie des gens qui sont beaucoup dans le contrôle. Et c'est une génération, on est une génération où on est dans le contrôle du fait des téléphones, des applications. C'est bon, je suis en retard, je vais prendre le taxi, je le commande. C'est bon, je sais exactement quand est-ce que mon bus il arrive. Je ne peux pas faire les courses, je vais les commander. Donc on a l'impression qu'on est dans le contrôle. Mais vient la Torah, elle te dit, mais tu as oublié un paramètre très important. Tout n'est pas entre tes mains. Il faut à certains moments lâcher prise. Et tu dois apprendre à lâcher prise. Et c'est un travail de lâcher prise. Et c'est un travail qui n'est pas évident. C'est la raison pour laquelle c'est la seule mitzvah où il anticipe. Où tu dis, ah non, là je serai pas capable. Et si tu penses que tu n'es pas capable, c'est viti et birkati. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être dans le contrôle. Il en va déjà de notre santé mentale. Tout ce qui est burn-out, dépression, ce sont très souvent des gens qui sont dans le contrôle, qui ne veulent pas lâcher. Alors, mon beau-père qui est médecin, il est spécialiste du burn-out. En général, quand en France il y a un problème de burn-out, c'est lui qui est interviewé, il a écrit des livres sur le burn-out, et surtout sur le burn-out des médecins. Voilà. Ça touche tout le monde. Et il dit un truc incroyable, il me dit que quand docteur Eric Galam, maintenant il a fait son alia, donc il a la coupe livre, il fait plus ça. En tout cas, quand il me disait que quand les gens sont en burn-out et qu'ils sont arrêtés, ils ne supportent pas, ils disent mais il faut que je retourne au travail, mais je peux pas être arrêté. Et là, justement, vous devez être arrêté parce que vous devez vous reposer. Mais non, mais comment ça va marcher sans moi si je ne suis pas là? Mais ça va marcher très bien même si tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit tes efforts t'appartiennent, tes résultats ne sont pas entre tes mains. Ça veut dire qu'il y a un moment où en fait il faut lâcher le contrôle. Et c'est un bonheur d'être dans le lâcher prise. Pourquoi? Parce que déjà, la vie est faite de plein, alors plein d'imprévus. Le frigo qui lâche à la veille de Pessah. Moi j'ai la gazinière qui m'a lâché à la veille. Moi c'est ma machine à laver. Voilà, tous ces appareils électroniques, la crevaison, le petit qui est en retard, le truc qui a été annulé, j'ai pas eu ce job alors que je m'étais préparée, il y a eu ça, il y a eu des aléas, j'ai pas géré tout ça. Et là tu te dis, regarde, ça n'est pas comme toi tu as prévu, c'est comme lui il a prévu. Et pour faire ce travail, je vous le dis parce que moi j'ai fait ce travail, je fais constamment ce travail, il faut se le dire. Il faut se dire, Arshav ani mekabelet et amatsav. Maintenant, j'accepte la situation. Il faut se le dire, il faut se le dire à voix haute. C'est un super exercice de sophrologie. On respire. T'es dans l'embouteillage. Maintenant, t'es très en retard pour aller à un entretien du job de ta vie, d'accord? Et t'es là, paf, alors que t'avais pris tes dispositions. Comment tu respires maintenant? Ta respiration, c'est l'indicateur de ton lâcher-prise. C'est l'indicateur de ton bitachon. Parce que le bitachon, la confiance qu'on a en Hachem, vous savez, il y a le Emouna et le bitachon. La Emouna, c'est quoi? C'est ce qu'on fait maintenant. On n'est pas en situation. On discute, on est toutes d'accord. Ah ouais, il faut faire confiance à Hachem. Ah bah oui, bah bien sûr. Le bitachon, c'est quand on est à l'instant T, ou alors là, tu t'y attendais pas du tout. Tu dis, c'était quoi déjà le cours de ce matin? Comment l'ai-je pris? Je ne me rappelle plus. C'est un vécu selon cette connaissance de Emouna. Et c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que nous dit le Orchot Tzadikim, il parle du char à bitachon. En fait, le char à simcha, c'est le char à bitachon. Et en fait, il appelle ça une mida. Une mida, ça veut dire que c'est une mesure. C'est-à-dire, c'est pas que tu es dans le bitachon ou tu l'es pas. Tu peux l'être très peu, tu peux l'être un peu plus, tu peux être beaucoup plus. Tu
peut étendre. C'est un travail de toute une vie. Jusqu'à combien tu fais confiance à Hachem que ce qu'il a prévu pour toi, c'est ce qui est bon pour toi. Et moi, c'est ce que je dis à toutes les filles que je prépare au mariage. Mon mari leur dit comme ça, il leur dit toujours. Préparez-vous. Tous les préparatifs pour le jour J, comme des ashkénazes. C'est-à-dire, ça doit être ficelé, réglé, telle heure, tac, 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 tac. Vivez-le comme des séfarades. T'as prévu, t'as fait ce qu'il y avait à faire. Après le jour même, on te demande juste de profiter et de prendre toutes les brachas que Hachem a fait pour toi. Maintenant qu'elle a mis une nappe fuchsia au lieu du gris perlé que t'avais prévu, que ta tante finalement elle n'a pas pu venir, que ce qu'on voit en ce moment, les vols ont été annulés. Moi c'est ce que je leur dis, elle me dit il y aura beaucoup moins de monde que prévu. Il y aura qui devait venir. Il y aura qui t'aime et qui veut te faire la fête. Et ceux qui sont loin et qui t'aiment, ils t'enverront toutes les bonnes pensées, toutes les bonnes brachas de là où ils sont. Anit, Trichal et Kabel et Tamatia. On doit accepter la situation telle qu'elle se présente à nous. J'ai pas dit de ne pas se préparer. Vous remarquerez. Regardez, il y a un principe très important. Et sur ça, je m'arrête 2 secondes. Vous savez qu'on est dans la période du Homer. D'accord? Ce sont 7 semaines entre Pessah et Shavuot qui sont 7 semaines où nous allons travailler tour à tour 7 thématiques du Nefesh, 7 thématiques de notre personnalité. D'accord? On a eu, il y a 2 semaines, on avait Midat HaNetzar. Netzar, c'est le Ratson. Je veux, je prévois, je contrôle, je fais, j'agis. D'accord? Ensuite, et cette Midah est importante, le Midah du Ratson est très important. Ensuite, on a Midah du Hod. Hod, c'est Léodot. J'accepte la situation. J'accepte que c'était pas comme prévu. J'accepte ça. Et ensuite, on passe à la Midat à Yesod. Yesod, c'est construire. C'est monter. C'est monter mon édifice. C'est monter la montagne. Béhar. Le nom de la paracha, c'est Béhar. On te demande comment tu te hisses dans la montagne vers le Har Sinaï. On se hisse vers le Har Sinaï pendant ces 7 semaines. Se hisser vers le Har Sinaï, c'est pas seulement se renforcer dans la pratique des mitzvot, c'est aussi se renforcer dans son lien avec son Créateur. Un lien qui est authentique, un lien sincère, un lien de confiance. C'est beaucoup plus difficile encore que la pratique même des mitzvot. Et ça, c'est le Yesod. Ça veut dire le Yesod, c'est toujours la composante de je veux, je laisse faire. J'agis, j'attends. Netzar, Hod. En hébreu, regardez comment ça donne. Lishlot, je contrôle. Lishmot. Lishmot, je laisse faire. C'est la résultante de Lishlot, Lishmot. Lishlot, Lishmot. C'est qu'une lettre qui décale. C'est rien. Entre le lamed et le même, c'est rien. Shlita, Shmita. Shlita, Shmita. Shlita, Shmita. Toute notre vie, elle est comme ça. L'agriculteur, les 6 autres années, il bosse. Il n'y a pas. On bosse. On nous a demandé de faire ça. Hachem nous a demandé d'agir sur terre. Et il te dit, il y a un moment où tu dois te retirer. Pourquoi tu dois te retirer? Parce qu'en fait, regardez, quand on fait des chalotes, comment ça marche? On pétrit, je veux, d'accord, Netzar, je veux faire des chalotes. Je mélange mes ingrédients, je travaille, bloquez nous travaille à ma place, d'accord? Je travaille, ok, je pétris. Et après, qu'est-ce que tu dois faire pour que tes chalotes soient bonnes? Attends. Tu dois laisser monter. Et là, Hachem, il agit. Tant que tu as ta main sur la pâte, Hachem, il ne peut pas mettre la main dessus. Il faut que tu retires ta main. Et là, Hachem, il met la main dessus. Et là, il bénit tes chalotes. Tous les projets dans nos vies sont comme ça. C'est bien imagé, c'est une belle image. C'est pareil la cuisson. La cuisson. Pareil. La cuisson, c'est aussi. Donc, vous comprenez bien que il en est de notre, comme je vous ai dit, il en est de notre santé mentale, mais il en est aussi de comprendre qu'en fait, c'est que comme ça que la bracha va arriver. C'est que si à certains moments, tu sais lever le pied. Et quand toi, tu te retires, tu dis à quoi à Hachem? Tu dis, allez maintenant, on dit en anglais, up to you. À toi de jouer. À toi de jouer. Et tant que tu as la main sur le truc, non, non, tu lui laisses pas la place à Hachem. Tu lui laisses pas la place. Lâche le truc, lâche la patte. Ah bon, mais non, mais... C'est grave. Et vous remarquez que
Ça demande à moi d'avoir activé au début mon ratson. Ça veut dire il fallait que je mélange, il fallait que je travaille, il fallait pas dire maintenant HL fait des frères à ma place. Non, ça marche pas, ça non plus. Les shlots, les shmot, les shlots, les shmot, les shlots. C'est ça. Pas mal. Et du coup, ça donne même dans le rapport aux échecs. Si tu dis, mais attends, en fait, le résultat, il est pas entre mes mains. On avait tout un truc. Parce qu'on organise un événement et c'est compliqué. Et il y a tout pour que ça réussisse, mais je sais pas, il y a un bug. Et j'entendais que certaines personnes dans l'équipe de la synagogue disaient non, mais peut-être tu aurais dû faire mieux. Et alors moi, je dis stop. Tout le monde a fait très bien. Juste, Hachem, il n'a pas mis sa bracha sur le projet. Ça va, c'est pas grave. Il a mis la bracha sur plein de trucs. Et des fois, il a mis la bracha dans des trucs qu'on ne s'attendait pas du tout. Mais pas du tout. Genre, t'as envoyé un message pour un événement. Je dis bon, il y aura ce reste et tu vois 50 personnes qui arrivent. Je dis mais je sais pas. Il met sa bracha, il a décidé de la poser. Sur ça, tu dois lâcher prise. Les efforts t'appartiennent. Le ratson, la volonté de faire, comme je vous ai dit, j'ai lancé le Kenwood, tout ça, ça c'est moi. Ok, l'effort il t'appartient. La bracha, le résultat c'est pas entre tes mains. Ça c'est la beauté du juif. D'être dans l'action et dans la contemplation. D'accord ? Et surtout, et la confiance. Et en fait, des fois tu dis à Hachem, mais presque, genre, mais en fait, laisse-moi, surprends-moi. Surprends-moi quand tu te retires, tu dis, surprends-moi. Il dit le Chovot HaLevavot. Regardez bien. Si l'homme met sa confiance en l'homme, c'est qui l'homme? Le médecin, le banquier, l'avocat, l'agent immobilier, le médicament. Voilà. Alors, en gros, tu te dis le résultat, il dépend de ce que le professionnel il m'a dit. D'accord? Il y a des règles, des statistiques. Bon. Au lieu de la placer en Dieu, alors Dieu, vraiment, il retire sa main, il retire sa hashgacha et il la livre, il la laisse à ceux en qui il a mis confiance. C'est logique, j'ai envie de vous dire, c'est logique. Ça veut dire qu'en fait, tu devrais vraiment être soumis à ces règles, donc tu ne seras pas étonné. Donc tu vas dire, du coup, oui, c'est normal, la bourse, oui, du coup, la conjoncture. Mais du coup, quand ça ne va pas marcher comme tu voulais, tu vas t'en vouloir désespérément. J'aurais dû, j'aurais cru, je regrette, j'aurais pas dû écouter, c'est parce que ça, j'ai pas été assez expérimenté, ça c'est pas... Non. En fait, le problème de ceux qui sont dans le contrôle, le fameux Bekori au Véotsen a dit, genre, je contrôle, et bien si tu crois que tes victoires t'appartiennent, ça veut dire que tes échecs aussi, c'est de ta faute. Non, c'était pas de ta faute, tu as donné de ton mieux. C'est pas de la faute des autres non plus, hein, ne cherche pas à accuser. Ça aussi, c'est en travers. C'est de la faute de qui? Mais lui, il est sympa, il prend tout sur lui. Hachem, je parle de lui. Il prend tout sur lui. Il dit, c'est de ma faute à moi. Donc, celui qui place, il continue le Chovot HaLevavot, il dit, celui qui place sa confiance en Hachem, Hachem lui accorde une bracha spéciale sur sa route et se soucie de son avenir et ne l'abandonne jamais. Ça veut dire, il faut agir. Aller voir le professionnel, l'avocat, tout ce qu'on a besoin de faire dans le quotidien. Et en même temps, ne pas se prendre au jeu. Jouer le jeu sans se prendre au jeu. Ok, il faut faire ça, mais je garde en tête que tout, mais absolument tout est entre les mains d'Hachem. D'accord? C'est pas évident, hein? Ni shlot, ni shmot. Ni shlot, ni shmot. On a plein qui ont fait confiance à Trump et puis après, Et ça, voilà. c'est ce qui nous permet, vous comprenez bien, de construire une vie sereine et une relation avec Hachem. D'accord? Et si on n'est pas ça, on est dans la maîtrise. On s'incrimine pour un oui ou pour un non. On s'en veut pour un oui ou pour un non. Et on a une vie difficile, vraiment difficile. C'est-à-dire que là, Hachem, il nous donne une vie, une mitzvah qui vient en fait faciliter notre bien-être intérieur. Faciliter notre santé mentale. Et c'est ce qu'il dit le Chovot HaLevavot. Retire ta main pour que moi je puisse poser ma main. D'accord? Et des fois, tu es spectateur de la bracha d'Hachem. Moi, j'avais une amie qui, il y a 15 ans, elle était de Ranana et elle voulait absolument faire un séminaire. Bon, à Jérusalem. Et ses parents, ils étaient un petit peu réticents, voilà. Et ils ont dit, regarde ma fille, tu sais quoi, tu veux faire le séminaire, on va le faire chez nous. Et là, elle a dit, écoute, pas de problème. Et elle a commencé à appeler des rabbinim, des trucs, et tout ça pour organiser un séminaire tous les jours. C'est-à-dire, il y avait des cours tous les jours. C'est ce qu'elle avait prévu chez elle, à Ranana, dans sa maison, pour les jeunes filles de Ranana. Et à 15 ans. Et elle a mis tout en place.
Et à un moment, elle a été voir le Rav Salamé, elle lui a dit, voilà, regardez le programme, j'ai constaté ça, j'ai constaté le truc, il y a des difficultés. Il lui a dit, regarde ma fille, tu as fait ce que tu avais de mieux à faire. J'ai fait, mais là c'est dur. Il dit, maintenant, je t'invite à être spectatrice des miracles d'Hachem. C'est beau. C'est beau. C'est beau. T'as fait ce que t'as. Maintenant, je t'invite à être spectatrice des miracles d'Hachem. Et c'est un séminaire après qui a pris, c'était incroyable. Elle dit, moi j'étais dépassée, tout le monde venait, il y avait des cours tous les jours, il y a des rabbinim qui arrivaient, je sais plus comment j'étais dépassée. Je t'invite à être spectatrice des Nes d'Hachem. D'accord? Et en fait, tout est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, paradoxalement, c'est le moment où tu lâches, où tu décides de lâcher, que en fait les choses elles commencent à prendre forme. Oui, mon mari, il avait, pendant quelques années, il avait WhatsApp sur son téléphone. Il n'aimait pas ça, mais bon, il disait pour la synapse, il faut vraiment, il faut suivre, quoi. Il était tout le temps stressé, oui, il faut répondre, oui, machin, tout le temps sur son téléphone. Et il y a 6 mois, il était sur son téléphone et il s'est pris un poteau dans la rue. Il a dit stop. Il l'a jeté. Il a jeté, il a gardé le WhatsApp dans l'ordinateur. Donc, il le vérifie le matin, le soir. Il me dit, c'est incroyable, les choses se font toutes seules. Il a dit, des fois, je vois un truc le matin, je dis, bah, je peux pas m'en occuper tout de suite. La journée, il n'y a pas le téléphone. Donc, il rentre le soir, il dit, ah bah c'est bon, elle a réglé ça c'est bon, ça des trucs, la Sina, le machin, l'événement. Il n'intervient pas. Il dit, en fait, ça se passe mieux que si moi, je m'étais cassé la tête à intervenir. C'est la liberté. C'est même dans le rhino, même dans l'éducation. Souvent, souvent, Rav Jacobson, quand il conseillait des choses aux parents, il leur disait, voilà, moi je vous conseille de faire ça, ça, ça. Et après, il venait le voir, il dit, ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, vous faites rien. Comment ça, on fait rien? Ah, comment ça? Vous ne dites rien, vous ne faites pas de remarques. Vous êtes que dans le positif. Rien, plus rien. Mais comment ça va se faire si on ne fait plus rien? C'est maintenant que ça va se faire. C'est maintenant que ça va se faire. C'est paradoxal, hein? Mais à un moment, tu te dis, ok, maintenant je lâche, je laisse machin, et je suis spectatrice de combien il va mettre sa bracha. Combien il va mettre sa bracha. Regardez la chanson VHM Itbarach. Il la connaît. J'avais regardé l'interview du chanteur. Mais écoutez, il n'y croyait pas du tout à sa chanson. C'est le Rav Arouche qui a dit, regarde, je veux que tu fasses une chanson. Oui, bah, et tu vas écrire ces paroles-là. Et lui, il écrit les paroles. Et il dit, bon, d'accord. Et vraiment, il sort la chanson, il dit, Ani Khashafti, chez Ashir Achit Tipesh. Et je l'ai montré, je l'ai chanté au Rav. Mais lui-même, il a dit, j'étais gênée. Genre, tellement, pour lui, c'était une chanson enfantine, quoi. Genre. Et le Rav, il a entendu, il a dit, ok. Maintenant, je vais prier pour qu'elle rentre dans le cœur de tout le planète. Il a bien réussi. Il a bien réussi. Quand il y a eu l'incendie le lâcher prise. Tout l'incendie, il y a eu un seul champ qui n'a pas brûlé, c'est un champ La qui avait la Shemitah, Shemitah. exactement. Ah ouais, Ah oui. il y avait la pancarte. flammes. Et puis il y avait la pancarte. Ici, on respecte la Shemitah. Il a fait, vous me montrerez. C'est magnifique. Alors ça, c'est la première forme de lâcher prise, d'accord? La deuxième forme de lâcher prise, c'est quoi? C'est de comprendre que, en fait, ce terrain n'est pas à toi. Il n'est plus à toi. C'est-à-dire que pendant un an, on invite la personne à arrêter de se définir par ce qu'elle a, ou même par ce qu'elle fait, parce qu'il ne peut rien faire pendant un an. Donc, tu n'as rien à montrer. Oui, je fais ça, je suis la directrice de, j'ai lancé le projet de... Il n'y a pas. Crée-toi avec toi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est une protection pour notre bien-être. Si tu te définis par ce que tu as ou par ce que tu fais, ta valeur elle est fluctuante. Ah bah j'ai réussi, du coup c'est bien, j'ai pas, non. Je suis la directrice de, donc je vaux et je ne travaille pas, donc je ne vaux pas. Bon, ma mère toute ma vie, elle dit, moi j'ai pas travaillé mais j'ai élevé mes enfants quand même. En fait, on nous impose comme une espèce d'échelle de valeur où si tu n'es pas productive, bon bah, comment ça? Mais pendant un an, personne n'est productif. Tout le monde a la même échelle. D'accord? Pourquoi? Pour qu'on sorte de ce système-là. De ce système qui nous a imposé dans la société, où je suis, je fais, je truc, c'est mon rôle, c'est mon titre, c'est mon machin. Vous savez, moi, une fois,
j'ai eu une expérience comme ça, en plus spirituelle, je suis partie à Ouman. Super. C'était super, mais c'était très traumatisant. Si j'étais. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée, donc, vous savez, on dit qu'on est invité par le tzaddik. Je suis arrivée, mais j'étais très confiante, genre super. Je vous assure, j'arrive au Tzion, je me mets, j'ai envie de dire à chialer, excusez-moi, à pleurer, mais pleurer. Non, on n'arrive même pas à comprendre. Tout est. Non, en fait, je me suis sentie démunie. Tout. Merci, vous êtes gentils. Un gros bisou. Qu'elle était. Merci. Alors. Cette dame s'appelle Chantal, elle est adorable. Non, j'appelle. Alors, je vous raconte. Je me suis sentie, quand je suis arrivée à Ouman, démunie de tout. J'avais rien à raconter à Rabbi Nachman. Ni je donne des cours, ni je suis la mère d'eux, ni je suis la femme de. J'avais rien, il s'en fout, Rabbi Nachman. Vous étiez bloqué. Bloqué, il s'en fiche. Il veut savoir qui tu es dans ta neshama, qui tu es au fond de toi. Quelle est ta relation avec le Créateur? Quelle est la relation avec toi-même? C'est d'une puissance, c'était traumatisant. Je suis rien du tout. Mais je sais, c'était quand je commençais à enseigner, il y a 10 ans. Et en fait, je sais qu'Hachem, il m'a envoyé là-bas pour ça. Ne te définis pas par ce que tu es. Ne te définis pas parce que tu as ou par ce que tu fais. C'est quelque chose de beaucoup plus intérieur que ça. Et vous allez voir, si tu dis, présente-toi, fais un exercice, présente-toi, ne dis pas ni ta famille, ni ton travail, ni tes réalisations à côté, muette. Et là, tu vas commencer à dire, je suis un être très dévoué, je suis quelqu'un de très à l'écoute, je suis quelqu'un de très sensible, je suis quelqu'un qui a un lien avec Hachem que je ne peux pas expliquer. Et en fait, là, tu commences à toucher vraiment à toi-même. C'est quelque chose de très, très profond. Et en fait, cette mitzvah-là, elle nous invite à ce moment-là de nous dépouiller de nos possessions, de nous dépouiller de nos réalisations, pour découvrir et définir qui tu es. Passer de « j'ai de la valeur si », 3 petits points, à « j'ai de la valeur point ». Parce que j'ai de la valeur si, si c'est positif, tant mieux, mais en fait ça fluctue. Donc tu n'as pas vraiment de valeur. Surtout toutes ces choses-là, on a dit, elles ne dépendent pas de toi, la réussite, elle ne dépend pas de toi. Donc en fait, tu te trompes de définition. Ah, j'ai de la valeur point. De choses qu'on ne peut pas m'enlever. Vous savez, on a fait l'Akba Omer la semaine dernière, et on a vu comment Rabbi Akiva, il a été... Comment on peut s'imaginer une telle chose? Comment il a du tout recommencer à zéro? D'abord, à 40 ans, sa femme lui a dit, maintenant tu vas aller apprendre avec des petits-enfants. Comment tu es capable, à 40 ans, de mettre de côté tout ton titre de monsieur, aller t'asseoir avec tes petits-enfants, recommencer tout à zéro? Il apprend, il grandit, il part après dans la yeshiva de Rabbi Yoshua, de Rabbi Eliezer, il apprend, jusqu'à ce que un jour, il pose une question. Alors là, il dit, je peux parler. Il n'avait jamais parlé pendant 24 ans. Et là, il dit, je vais essayer de répondre. Et il leur fait une démonstration magistrale. Et là, devient Rabbi Akiva. Il commence à voir des élèves. Waouh, il a monté en puissance. Waouh! Il est parti de rien du tout au maître de 24 000 élèves, 24 000 rabbanim, tanaïm. En quelques jours, 32 jours, il arrive dans la première yeshiva. Wouhou! Où vous êtes? Ils sont morts. 800 élèves en un jour. Deuxième jour, dans l'autre yeshiva. Ils sont morts. Comme ça pendant 32 jours, jusqu'à ce qu'à la fin, il lui reste 0. Est-ce que tu peux plus dépouiller que ça? Ça veut dire avant, il pouvait dire, oui, je suis Rabbi Akiva, je suis le maître de 24 000 élèves. On lui enlève ça. Définis-toi autrement maintenant. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Akiva? J'ai écrit Beoto Yom, le jour même. Le jour même. Il dit à sa femme, on descend, on va dans le sud, je vais remonter une yeshiva. Comment tu as eu la force? Comment il a eu la force, Rabbi Akiva? C'est-à-dire, excusez-moi,
meilleur des cas, excusez-moi, quand on essaye de se projeter, dans le meilleur des cas, il aurait tout abandonné, il aurait dit je prends ma retraite, laissez-moi tranquille, ouf. Regardez, j'ai tout ce que j'ai monté, tout ce que j'ai fait, on m'a tout enlevé en 32 jours à peine. Au pire, au mieux, il aurait tout abandonné. Au pire, excusez-moi, quelqu'un aurait pu vraiment mourir de tristesse, de chagrin. Ah non, il n'y a pas ça chez lui. Parce qu'en fait, il ne se définit pas par ça, il se définit par ok, ça c'est ce que Hachem il a voulu pour moi. Allez, on active le Ratson, on lâche prise et maintenant on va monter quelque chose de nouveau. Et au final, il y a eu 5 élèves. 5 élèves, c'est pas beaucoup, tu pourrais dire 5 élèves. Et vous savez, c'est comme. C'est un. C'est des grands. Mais les 24 000 aussi, c'était des grands. Écoutez bien. On dit que Rabbi Meir, c'était pas les meilleurs. Rabbi Meir, il a été renvoyé de la yeshiva de Rabbi Akiva. C'était pas les meilleurs. Mais, ils ont été capables de reprendre toute la Torah de Rabbi Akiva et de nous la transmettre. C'est comme l'histoire des pommes de terre. Il n'y avait plus 3 kilos de pommes de terre. Il n'y a qu'une pomme de terre. Mais elle va rassasier tout le monde. Il n'y avait plus 24 000 élèves. C'est vrai, il n'y avait que 5. Mais chaque élève, lui, il était capable d'absorber et de transmettre autant que des milliers d'élèves. C'est ça la bracha. Le Ratson, je lâche. Le Ratson, je lâche. Le Ratson, je lâche. Cette paracha nous dit arrête de regarder en quantité, regarde en qualité. Quantité, c'est quoi? Combien de mètres carrés fait l'appartement? Mais excusez-moi, il y a de la joie dedans, il y a de la simcha, il y a des délires, on kiffe, on s'éclate. Il y a tout ça, il y a cette bonne ambiance ou pas? La bonne ambiance, elle n'est pas calculable, c'est pas possible. Elle n'est pas monnayable. Elle n'est pas monnayable non plus. Vous savez, moi, mes enfants, ils sont un peu dans l'âge, les ados. Ouais, il a le père de mon copain, une voiture, truc, Tesla, je sais pas quoi. Alors, moi, toujours, je dis, et il fait quoi avec sa voiture? Il fait des mitzvot. Ah, alors si c'est ça, c'est une belle voiture. Ah oui, je suis d'accord, c'est une belle voiture. Il va rendre visite aux malades, il rend service. Ah, c'est vraiment une belle voiture, je suis d'accord avec toi. Mais il faut sortir de ce... Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait combien de temps qu'on est mariés? Au lieu de... Quelle est la teneur de la tendresse qu'il y a entre eux? De la complicité qu'il y a entre eux? Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle la bracha. La bracha, nous disent nos sages, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais, écoutez bien, d'avoir beaucoup. La bracha, c'est de faire beaucoup avec le peu qu'on a. C'est comme des fois, vous recevez des invités, vous dites, oula, j'avais pas prévu les 8 invités qui se sont rajoutés. Tu rajoutes des trucs, tu décongèles. Et en fait, tu dis, oui. Wow, tout le monde mange. Ils ont dit, ah non, le dessert, ça, on a plus. Il t'en reste. Et oui, il t'en reste, c'est souvent ça, c'est vrai. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Et des fois, t'as l'inverse. C'est ta fille qui ouvre l'armoire et qui dit maman, j'ai rien à mettre. Je comprends pas, on a fait les courses la semaine dernière, c'est pas possible. Ou pendant le corona, vous vous rappelez, tous les samedis, ils ouvraient le frigo. J'ai faim. J'ai faim. Donc, ça, c'est la bracha. Là où Hachem il décide de poser sa bracha, le peu te fera un grand effet. Tu sais, c'est comme les vacances. Ici, on n'a pas beaucoup de vacances. Tu prends 2 jours par là, 3 jours par là, d'accord? En France, ils ont plus de vacances. Et tu dis, écoute, moi j'ai fait 2 jours là-bas au Kinneret, dans un hôtel de rien du tout, en mode camping. Je suis régénérée, quoi. Régénérée, j'avais pas besoin de plus. Et des fois, tu penses à ceux qui ont passé une semaine aux îles Caïmans, truc, machin, ils rentrent. Je suis fatiguée, vraiment. Je sais pas, moi, ça m'a suffi. Perso, ça m'a suffi. C'est la bracha. C'est la bracha. C'est la bracha. Cette paracha nous dit arrête de regarder carré, combien, juste laisse-toi absorber par la bracha qui est à l'intérieur des choses. On est moins fatigué quand on ne contrôle pas. On est moins fatigué quand on ne contrôle pas, vous avez raison. Bah oui, c'est logique. Ah oui. Bravo, c'est très logique ce que vous dites. Alors, on continue ou pas? Ensuite, la paracha qui nous invite au lâcher prise, comme on a dit, elle nous invite à, juste après, la chose complètement contraire. Je vais vous expliquer. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, regarde, toi tu as appris le lâcher prise pour toi, très bien. Mais, Vechi yamucha achicha, umata yado imach,
Ve'erzakta bo ger ve'toshav ve'chai imach. Si jamais tu vois ton frère qui voit sa fortune chanceler, soutiens-le, même s'il est étranger pour toi, même si c'est un nouveau venu, il doit vivre avec toi. En gros, on parle de quoi? On parle de quelqu'un, vous savez, qui commence à avoir des dettes, quelqu'un qui a dû fermer son magasin, quelqu'un qui a eu un divorce qui commence à mal tourner, quelqu'un qui a une difficulté, une chute. Une chute. Alors, on parle de une chute financière, ça peut être une chute émotionnelle, une chute familiale, toutes sortes de chutes, une dépression, une chute émotionnelle, d'accord? Alors, je te demande de lui tendre la main. Cette fameuse main qu'on avait mis de côté. Pour les chalotes, on a dit non, maman, il faut laisser la main. Là, Hachem, il te dit, alors là, je t'explique, tu ne lui lâches pas la main. Tu ne lui lâches pas la main. Ce que tu t'étais appliqué à toi-même de dire, ah, il faut lâcher prise, Hachem, il va gérer. Tu ne l'appliques pas aux autres. Tu te casses la tête et tu le tiens des deux mains qui attendent. Comment je peux faire pour le tenir? Parce que là, quand il est en train de tomber, c'est encore facile. Mais nous dire, Hachi, si une fois qu'il est tombé dans le cercle vicieux des dettes, le cercle vicieux de l'alcoolisme, le cercle vicieux des addictions, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Des mauvaises fréquentations. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, je te demande de tes deux mains de t'activer. Sur ça, il n'y a pas le lâcher prise. Sur ça, je ne veux pas que tu t'en remettes à Hachem. Sur ça, je veux que tu comptes que sur toi-même. Parce que je veux que tu te responsabilises par rapport aux besoins des autres. Et regardez ce Sfatémet, c'est mon Sfatémet préféré, je crois, vraiment. Tellement beau. Il explique comme ça, il dit Hachem a placé sur terre la totalité des nécessités des êtres humains. Ça veut dire qu'il y a tout sur terre. Depuis le vermisseau jusqu'au plus grand, jusqu'à l'être humain, il y a tout. Tout. Mais, écoutez bien, mais volontairement, il n'a pas mis au-dessus de chaque receveur ce dont il a besoin. De manière à ce que quoi? À ce qu'en fait, il y en a qui, elle avait besoin d'un conseil, elle l'a pas. Lui, il avait besoin d'une aide financière, il l'a pas. Elle avait besoin d'une recette de cuisine, elle l'a pas. Elle a besoin d'écoute, elle l'a pas. Mais c'est chez quelqu'un d'autre là-haut, là-bas. Donc, il dit le Sfatémet, on doit tous se donner la main, comme pour qu'il y ait une circularité des ressources. Pour que ce que je moi au-dessus de moi, en fait, je n'en avais pas forcément besoin, et je peux le partager, je te le donne à toi. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si tu as vu quelqu'un dans le besoin, c'est pas pour rien. S'il était à côté de toi en train de sangloter, c'est pas par hasard. Si tu as entendu qu'il y avait une famille qui avait besoin, si ça t'est arrivé aux oreilles, c'est que tu as forcément quelque chose à leur donner. De l'argent peut-être, mais des prières aussi. Envoyer le lien de la cagnotte, j'en sais rien. Mais tu ne peux pas rester indifférent. Là, il n'y a pas de lâcher prise. Là, tu dois avec les deux mains te poser la question, quelle est ma responsabilité dans cette histoire? Et si ça m'est arrivé aux oreilles, c'est que Hachem, il a voulu que je l'entende. Parce que moi, visiblement, il est intéressé à ce que je lui donne la main. C'est pour ça qu'il n'y aura pas directement la solution à elle. Parce qu'il est intéressé que ça passe par moi. Par quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. On dit, vous savez, le mot ahava, le mot amour en hébreu, en araméen, il vient de deux mots, aha et hav. Aha, c'est prendre, et hav, c'est donner. Parce qu'en fait, on est successivement des preneurs, des donneurs. Dans ce domaine-là, moi, je suis plus donneuse. Et dans ce domaine-là, j'ai plus besoin. Et en fait, il y a une circularité des ressources. Pourquoi? Parce qu'on se donne tous la main. Et c'est comme ça qu'on crée de l'amour. C'est parce qu'il y a des manques. D'accord? Donc, et regardez, Yad Veyad. Quand on se donne la main, Yad c'est 14. Et Yad 14, ça fait 28, ça fait quoi? C'est ça notre vraie force. D'accord? Et quand on est main dans la main, vous savez qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre. Nous, le peuple juif. D'accord? Alors, du coup, ok. Ça nous apprend, comme je vous ai dit, on va terminer sur ça, à nous redéfinir. Redéfinir un lien Hachem où je lui laisse la place. Redéfinir une relation avec moi-même où je ne me définis pas par des choses extérieures à moi. Redéfinir mon lien avec les autres où je me responsabilise. Et dans le fond, c'est peut-être ça ma vraie définition. Jusqu'à combien j'ai pu aider? Autant les possessions, on peut me les enlever.
autant ce que j'ai donné, ça on ne pourra jamais me l'enlever. Et quand on nous dit qui es-tu, alors là tu vas plus dire je suis la directrice de, tu dis je suis une personne généreuse. Je suis une personne qui a la main sur le cœur. Je suis une personne où quand j'entends quelque chose, ça me touche et j'essaie de me casser un peu la tête pour voir comment je peux aider. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Une fois, on raconte qu'il y avait un homme très riche qui habitait en Angleterre et qui était un ami proche, en tout cas un proche, de la cour du roi. Et un jour, le roi d'Angleterre le convoque et lui dit, regarde, j'ai demandé à ce que tous les gens les plus riches du royaume fassent un audit. Combien ils ont? Et je veux commencer par toi. Alors je te demande, si tu peux faire ça, tu t'assois une semaine, et dans une semaine, je te donne un rendez-vous, et tu me dis quel est ton capital. D'accord? Quel est ton, comment on appelle ça? Patrimoine. Ton patrimoine, merci. Ah, le Ton patrimoine. Ok. Alors ce riche, il rentre chez lui, il fait exactement ce que le roi lui a demandé, et il revient une semaine plus tard, et en fait, il dit, voilà, mes comptes. Et le roi regarde ça, il dit, je comprends pas, ici, il y a écrit 1 million de livres sterling. C'est déjà beaucoup. Mais je sais que vous, a priori, de ce que je vois, vous avez au moins 10 fois plus. Alors il dit, regardez, monsieur le roi, ça c'est ce que moi j'ai donné à la tzedaka. Tout le reste, ça va, ça vient. De toute façon, combien de temps on est là sur Terre? C'est chez nous temporairement. Et puis même quand c'est entre nos mains, on sait très bien que ça peut rebasculer à quelqu'un d'autre. On sait très bien que la roue, elle peut tourner d'un instant à l'autre. Donc ça, c'est pas vraiment à moi. Par contre, tout ce que j'ai donné, ça, c'est vraiment à moi. Et la preuve, c'est que vous, même vous, votre majesté, l'être le plus puissant du royaume, même vous ne pouvez pas me l'enlever. D'accord? Donc, je vais vous donner des exercices, des devoirs. Je l'ai écrit vite fait ce matin. En fait, c'est des devoirs pour se rendre compte de sa valeur. Pas se tromper, pas se fourvoyer dans des choses qui ne nous définissent pas. Premièrement, prenez un projet qui vous tient à cœur et lâchez prise. Vous dites, ah non, ça, je ne m'en mêle pas pendant un jour, pendant une semaine. Ne faites rien. Et vous dites à la chef, maintenant, je veux juste être spectatrice de ta main, de ta bracha. Regarde, moi j'ai retiré la mienne, toi tu poses la tienne. Vous prenez un projet qui vous tient à cœur. Vous dites, non, si je lâche le truc, ça marchera pas. Lâche le truc. Tu vas voir que c'est là que ça va marcher. Premièrement. Deuxièmement, alors faites cet exercice que je vous ai donné. Cet exercice que je vous ai donné, quand on vous demande de vous présenter, qui es-tu, qui êtes-vous, et bien ne vous présentez pas par vos réalisations. Ni même par votre titre familial, mais par quelque chose dans votre personnalité. Ça fait un peu bizarre. Je suis un être très sensible. Bon, choisissez bien votre public hein, pour ne me prenne pas pour une déglingo. Mais c'est des choses vraies. Des choses vraies. D'accord? Essayez de mettre ça de côté pour dire, mais qui je suis moi? Vous allez voir qu'en fait, vous êtes beaucoup plus valorisable que tout ce qu'on veut vous faire croire. D'accord? Donc faites cet exercice. Et troisièmement, avec les autres, justement, ne lâchez pas prise. Là, vous vous dites, si ça m'est arrivé là, c'est que je dois mettre ma main cette fois-ci. Je ne dois pas lâcher. Vous allez essayer de nous poser la question, quelle est ma part de responsabilité? Il ne faut pas résoudre les problèmes de tout le monde, bien sûr, mais si ça m'est arrivé aux oreilles, c'est que peut-être que je peux intervenir ou tout simplement prier pour cette personne. D'accord? Et comme ça, vous finirez par vous définir par les vraies choses, les choses qui vous appartiennent. C'est-à-dire quoi? Votre relation avec Akadosh Baruch Hu, par le fait que vous lui avez fait confiance, l'ishmot. Deuxièmement, par quoi? Par votre intériorité la plus profonde, parce que du fait que vous êtes détaché de ça. Et troisièmement, par le bien que vous faites autour de vous et que ça, personne ne peut vous enlever.